Bonjour à tous. Marie Audefort, je suis responsable de l'executive certificate Big Data pour l'entreprise numérique à Centrale Supélec. Donc, bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler de Big Data et de détection d'anomalies. Donc, l'intervenante est Raja Chiki. Donc, Raja est directrice de l'innovation à l'ISEP après avoir été directrice de la recherche dans la même école. Elle a effectué une thèse à Télécom Paris Tech en lien avec EDF sur ces flux de données, et donc est une vraie spécialiste de tout ce qui est flux de données. Donc je lui laisse la parole. Merci Marie-Aude. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le big data et comment il s'applique à la problématique de la détection d'anomalies. Voici le plan de ma présentation. Il s'agit d'une introduction au domaine de la détection d'anomalies. Je vais démarrer par quelques définitions, ensuite quelques exemples d'applications, sachant que ce domaine touche tous les secteurs, que ce soit l'énergie, la banque, la santé et autres. Je vais également parler de la mise en place d'une démarche pour la détection d'anomalies, pour ensuite parler de quelques méthodes et enfin je vais conclure autour des défis dans ce domaine. Alors, si on regarde ce slide, alors, première chose, c'est que l'anomalie, c'est assez abstrait et c'est relatif à chaque application et à chaque domaine. Donc, on regarde la photo de gauche avec les pommes et on voit clairement qu'il y a une anomalie là-dedans. Parce qu'en fait, le critère ici étant la couleur, donc une pomme rouge qui est différente des autres. Et donc là, il s'agit d'un élément qui est différent des autres. Sur la photo de droite, là, il y a deux critères qui sont à la fois la couleur, un poisson rouge, mais aussi la direction vers laquelle se dirige ce poisson. Donc là, il y a deux critères. On continue avec le slide suivant. Là, c'est un point qui s'éloigne trop des voisins. D'ailleurs, on parle de critères de distance ou critères de densité. Et donc, on voit donc que toute la problématique de la détection d'anomalies, c'est de trouver les bons critères pour dire tel ou tel élément est effectivement une anomalie. Et on peut continuer comme ça sur d'autres exemples. Sur le signal d'en haut, eh bien, si on regarde ce signal, on se dit bah, tout est normal, sauf que peut-être qu'il y a des choses qui se passent de façon anormale dans ce signal. Et on a envie même de dire, eh ben, toutes les données anormales, montrez-vous. Voilà. C'est vraiment, enfin, quand on regarde les pommes vertes et les pommes rouges ou les poissons, bah, là c'est clair. Sauf que quand on a des données comme ça qui sont assez denses et ben, on a du mal à voir où est-ce quelle est la donnée normale et anormale. Si on regarde le signal en bas, là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un pic de données, on peut dire oui, oui, bah, c'est anormal par rapport à toutes les données qu'on a reçues. Si par contre, on observe les données sur une fenêtre plus courte, donc si on observe par exemple les données que vous voyez ici, et ben on se dit bah, là c'est normal, mais si on compare par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, là il y a quelque chose d'anormal. Voilà. Donc là, on parle d'une donnée, donc le pic dont je parlais, c'est une donnée localisée. Là, c'est une anormalité qui est collective, qui est globale. Voilà. Donc, comme je disais, c'est assez relatif au domaine, aux données dont on dispose, au secteur et ainsi de suite. Alors, la définition de ce que c'est qu'une anomalie, on peut trouver plusieurs définitions de ce que c'est qu'une anomalie. J'ai mis ici quelques définitions qui proviennent de publications scientifiques. Une anomalie, c'est une observation qui dévie tellement du comportement des autres observations qu'on peut suspecter qu'elle a été générée par un processus différent. Qu'est-ce que c'est que la détection d'anomalies? Ça se fait d'abord par une modélisation de ce qui est normal dans le but de trouver ce qui ne l'est pas. Et dans la littérature, on peut trouver plein de termes qui sont relatifs et qui sont liés à la détection d'anomalies, comme outlier, changement, déviation, surprise, données aberrantes, intrusion, dérive et autres.
Ce domaine, c'est un vrai défi pour les entreprises, car tout l'enjeu est de découvrir les anomalies avant que cela cause des problèmes et des dégâts, que ce soit sur sa propre production, tels que la construction de composants ou produits défaillants, ou des dégâts sur les clients, par exemple un client qui va consommer un produit qui va avoir un impact négatif sur sa santé, ou le vol des données des clients, des données personnelles. C'est un défi également car, a priori, on ne sait pas à quoi ressemble une anomalie et qu'elle n'est pas forcément prévisible. De manière plus pratique, il s'agit de reconnaître donc quelles valeurs sont problématiques parmi toutes les données dont on dispose. Par exemple, une banque va chercher à identifier les transactions frauduleuses. Une usine va essayer de détecter quand est-ce qu'elle doit maintenir ses machines parce qu'elle commence à produire des composants défaillants. En termes de santé, ça peut être pour détecter des anomalies dans les données médicales d'un patient et cela peut révéler une maladie. Et en cybersécurité pour détecter des intrusions, des attaques sur les serveurs ou le vol de données personnelles dont je parlais tout à l'heure. La détection d'anomalies, elle peut servir également comme moyen de nettoyer les données brutes avant qu'elles soient consolidées dans les bases de données et avant qu'elles soient intégrées dans un processus décisionnel, donc en vue d'assainir les données dont on dispose. Je vais dans les slides qui vont suivre mettre le focus sur quelques applications spécifiques et je vais commencer par le domaine bancaire. Dans l'exemple de la fraude bancaire, imaginons qu'on voit passer deux transactions bancaires avec la même carte de crédit dans deux pays différents et à la même période temporelle. Dans ce cas, on peut effectivement assumer que c'est bien une fraude et peut-être appeler le client pour s'en assurer. Ce qui pose problème ici, c'est qu'on a deux flux de données qui vont arriver en même temps et peut-être avec des taux, des fréquences variées, et on doit les analyser en ligne. Donc, on parle de streaming, de flux de données. Encore, comment on peut déjà joindre ces deux flux qui arrivent à des fréquences différentes, ou encore comment on peut joindre des données consolidées dans les bases de données, donc des données statiques avec des données dynamiques. Et tout ça en considérant qu'on a des grands volumes de données. Et on veut éviter la démarche qui consiste à stocker d'abord les données avant de les analyser, ce qui peut être trop tard pour toute prise de décision. Là, un autre exemple sur les véhicules connectés, j'ai mis cette capture d'écran de comment Audi voit le futur de l'industrie automobile. Et on voit clairement que leurs principaux défis, qui sont entourés en rouge sur le slide, étant la détection d'anomalies ou le lancement d'alertes de danger ou autres. Et je ne sais pas si vous connaissez peut-être cette histoire de ces chercheurs spécialisés en cybersécurité. Ce sont des chercheurs chinois qui ont révélé l'existence de failles dans le système de pilotage automatique d'un modèle de Tesla. Et ces vulnérabilités qui ont été détectées au sein de laboratoires par des chercheurs et qui ont été relayées dans des publications scientifiques ont notamment montré qu'il était possible de contrôler un véhicule, le véhicule Tesla, à distance. Donc d'où l'importance effectivement de ce domaine pour se prémunir de ce genre de mésaventures. On peut continuer encore dans d'autres exemples. Là, ce sont des exemples que nous, on mène avec mes équipes, nous-mêmes, donc au sein du laboratoire. On travaille avec l'entreprise Cap 2020, qui est une entreprise spécialisée dans l'agriculture de précision. Et dans ce travail, on essaie de détecter des signaux faibles à partir de données qui proviennent de différentes sources. Et qu'est-ce que c'est qu'un signal faible? C'est une attaque de ravageurs, des maladies qui peuvent attaquer les végétaux ou encore des risques climatiques comme les risques de gel. Alors, je donne l'exemple de la détection du risque de gel, car tout l'enjeu est d'éviter des faux négatifs ou des faux positifs. Quand on dit qu'il y a effectivement un risque de gel
et que l'agriculteur, pardon, le fermier met en place les dispositifs pour y remédier, alors que ça ne sert à rien, alors c'est problématique parce qu'il faut savoir que ces dispositifs ont un coût très considérable pour l'agriculteur. À l'inverse, si on n'a pas pu détecter ce risque, donc un faux négatif, eh bien, vous imaginez bien que cela a un impact sur le rendement du champ. Donc là, c'est l'exemple de l'agriculture. Un autre exemple qu'on mène dans le cadre de la chaire avec Outscale sur la détection des anomalies dans le cloud. Outscale, c'est un fournisseur de cloud souverain, un cloud français. Et l'objectif étant là aussi d'analyser un très grand nombre de données, des logs qui sont structurés de différentes façons et qui proviennent des serveurs, des réseaux, et on veut détecter des anomalies. On veut aussi les interpréter et bien cibler les équipes qui peuvent y répondre de façon la plus efficace. Là aussi, il faut éviter des faux positifs ou des faux négatifs qui peuvent avoir un impact sur l'organisation des équipes ou des dégâts sur les serveurs et donc des conséquences sur les applications des clients qui sont hébergés dans le cloud. Le sujet de la détection d'anomalies, c'est un domaine bien étudié dans la littérature. Il existe une quantité suffisante de papiers, d'ouvrages sur le sujet, et cela couvre les statistiques, le data mining, les sciences des données en général. Et on a vu qu'il était appliqué à différents domaines, si ce n'est tous les domaines et tous les secteurs, santé, environnement, agriculture, dans le monde socio-économique et autres. Et afin de mettre en place un modèle de détection d'anomalies, on doit prendre en compte 3 paramètres. Tout d'abord, les types d'anomalies. Ensuite, les types des données qu'on manipule. Généralement, elles peuvent être de différents types. Et enfin, quelles sont les données dont on dispose? Est-ce qu'on a des connaissances a priori sur les données normales ou anormales? On parle de labels. Est-ce qu'on a les labels qui sont disponibles? Alors, le type d'anomalie, j'en ai parlé au début de cette présentation. Il y a d'abord ce qu'on appelle une anomalie ponctuelle ou encore une anomalie individuelle. Il s'agit d'un point qui s'écarte largement du reste des points des données. Et dans ce cadre-là, on le voit clairement en fait. On voit vraiment qu'il y a une donnée effectivement qui est ce qu'on voit dans ce slide, on voit clairement qu'il y a une donnée qui s'écarte effectivement d'un cluster, d'un ensemble de données. Ensuite, nous avons les anomalies contextuelles. L'anomalie contextuelle, c'est un point qui est considéré anormal dans un contexte donné, mais pas dans un autre. Si vous regardez dans ce slide, vous avez T1 et T2 qui sont les mêmes températures, sauf que T1, c'est une température qui est normale au mois de décembre et que si on a détecté ces températures au mois de juin, eh bien, c'est considéré comme une donnée anormale. Enfin, nous avons ce qu'on appelle les anomalies collectives ou les anomalies globales. C'est un ensemble de points qui s'écartent des autres points. Là, je peux donner comme exemple une rupture de rythme dans un électrocardiogramme, par exemple. Ensuite, un autre paramètre qui influence le modèle de détection des anomalies, c'est le type de données qui peut avoir différentes catégories. Hein. Ça peut être des données numériques, ça peut être des données nominales, hein, ce que vous voyez ici, hein, donc c'est l'adresse IP par exemple, des données ordonnées ou pas, des données binaires et autres. Et là aussi, les modèles dépendent de cette caractéristique des données dont on dispose. Enfin, le dernier paramètre étant la disponibilité des labels dont je parlais. Et en fonction de cela, on peut appliquer des modèles de machine learning qui peuvent appartenir soit à des modèles supervisés, semi-supervisés ou non supervisés. Et avant de parler de ces différentes catégories, juste une rapide définition de ce que c'est que le machine
learning, ou en français l'apprentissage automatique. C'est un domaine de l'intelligence artificielle où les machines apprennent à agir de manière autonome et à réagir à de nouvelles situations. En fait, il s'agit de concevoir des algorithmes qui permettent aux ordinateurs d'apprendre par eux-mêmes. Les algorithmes d'apprentissage automatique sont classés en fonction du résultat qu'on souhaite et des données disponibles. Et donc, on a les trois catégories dont j'avais parlé. Donc, l'apprentissage supervisé, semi-supervisé et non supervisé. Je commence par l'apprentissage supervisé. En fait, les données qu'on a à disposition sont fournies avec des labels. Donc, des données, on sait dans le passé, dans l'historique des données, quelles sont les données avec le label normal et quelles sont les données avec le label anormal. On appelle cette catégorie aussi l'apprentissage de classes rares, rare class mining. Le problème dans ce type d'apprentissage étant que les données normales peuvent être beaucoup plus nombreuses que les données anormales. Ça peut même être un ratio de 1% à 99%. Donc 1% de données anormales et 99% de données normales. Et on parle d'ailleurs de jeux de données déséquilibrés. Alors, heureusement, il existe des solutions pour répondre à ce genre de problème, et ça passe par l'échantillonnage, soit par l'undersampling ou l'oversampling. Donc, la technique d'échantillonnage consiste tout simplement à rééquilibrer le jeu de données disponible, soit en faisant le sous-échantillonnage, donc en enlevant des données de la classe majoritaire, soit en faisant l'oversampling, le suréchantillonnage, en rajoutant des nouvelles données dans la classe minoritaire. Alors, si on peut le permettre, c'est-à-dire qu'on a assez de données, on doit préconiser l'undersampling, le sous-échantillonnage. C'est toujours plus simple de supprimer des données que d'en rajouter. Si par contre, on a très peu de données, dans ce cas-là, on fait l'oversampling, et en fait, cela consiste à régénérer des données dans la classe minoritaire. Donc, on synthétise des nouvelles données à partir des observations existantes. Et là, on utilise des algorithmes, et notamment le plus populaire étant l'algorithme SMOT, que je vais expliquer dans le slide qui est là, qui est affiché. Alors, le SMOT, c'est l'algorithme de suréchantillonnage le plus connu et le plus populaire. Comment il fonctionne? En fait, l'algorithme, il parcourt toutes les observations, donc les données de la classe minoritaire, et il cherche les cas plus proches voisins. Et puis, il crée aléatoirement de nouvelles données qui doivent se trouver entre ce voisinage-là. Puis, il y a d'autres algorithmes qui existent, mais celui-ci, c'est celui qui est le plus utilisé. Donc ça, c'est pour l'apprentissage supervisé. Une autre catégorie, c'est l'apprentissage semi-supervisé. Alors attention ici, j'ai effectué un copier-coller malheureux. En fait, nous n'avons les données que pour les labels normaux. Donc là, les rouges ne devraient pas être là. Donc, on n'a pas du tout de connaissances sur les données anormales. Et l'objectif étant de détecter la nouveauté. Donc, une fois qu'on a des données qui arrivent, est-ce qu'ils correspondent aux données normales qu'on avait dans l'historique? Et sinon, est-ce que c'est une nouveauté qu'on a détectée dans les données récentes? On parle de novelty detection. Dernière catégorie, et c'est la plus souvent rencontrée, c'est l'apprentissage non supervisé. Et là, on n'a aucune connaissance a priori sur les données. C'est le domaine le plus étudié dans la littérature et sur lequel il y a un grand nombre de méthodes qui existent. Alors, au sein du laboratoire, avec mes équipes, nous avons dressé tout l'état de l'art autour de l'utilisation de l'apprentissage non supervisé, et il en sort la classification suivante. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de méthodes qui existent.
On peut les classifier selon les méthodes qui utilisent le clustering, des méthodes avec le calcul de densité ou ce qui est indiqué ici, les plus proches voisins, des méthodes qui se basent sur le deep learning ou encore d'autres méthodes comme le eForest, qui est une des méthodes la plus performante sur des données numériques, qu'elles soient mono ou multidimensionnelles. C'est-à-dire, on a juste une connaissance, enfin une donnée est représentée juste pour avec une seule connaissance ou avec plusieurs connaissances, plusieurs caractéristiques. Alors, la méthode par clustering, c'est tout simplement regrouper les données entre elles. Et puis, s'il y a une donnée qui ne se retrouve pas dans des clusters, dans des classes, eh bien, on considère que c'est un outlier. Par densité, il s'agit de calculer donc on prend une donnée et puis on calcule son voisinage, ses cas voisins. Et si une donnée se retrouve, comme vous voyez ici, des données qui se retrouvent sans voisinage, elles sont considérées comme étant une anomalie. D'autres méthodes existent, donc j'en avais parlé, c'est le deep learning et des méthodes adaptées aux données en graphe. Alors, avant que je parle des méthodes qui se basent sur le deep learning, juste une petite introduction de ce que c'est que le deep learning, qui a connu un engouement récemment et qui a permis d'obtenir des résultats impressionnants dans des domaines aussi nombreux que variés, comme la reconnaissance d'images, de textes, de voix, de visages, pour générer des images, des œuvres d'art, ou encore, vous avez peut-être entendu de la victoire au jeu de Go face aux champions du monde de cette discipline. On pourrait citer beaucoup d'exemples plus originaux les uns que les autres, mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que le deep learning, c'est déjà un sous-domaine du machine learning, de l'apprentissage automatique, et ça permet de faire apprendre à un ordinateur une tâche précise en observant un très grand nombre d'exemples. Alors, avant, on devait d'abord extraire les caractéristiques à partir des données pour pouvoir ensuite appliquer une méthode d'apprentissage automatique, et notamment des méthodes qui sont liées aux réseaux neuronaux. Alors, avec le deep learning, on n'a pas besoin d'extraire les caractéristiques, c'est la méthode elle-même qui arrive à apprendre les caractéristiques, mais en même temps à apprendre le modèle qui permet de faire des tâches directement à partir des données, par exemple, savoir si c'est une voiture, c'est une moto, un chat, un chien et autres. Alors, pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui? Parce que on a de plus en plus de puissance de calcul, on a de plus en plus de données qui sont disponibles, et puis il y a tellement de modèles et d'outils qui sont proposés en open source que tout le monde peut les mettre en place aujourd'hui sur différentes applications. Le deep learning a été bien sûr appliqué à la détection d'anomalies et ça donne de très bons résultats. Ici, on utilise une méthode de deep learning qui est basée sur ce qu'on appelle l'encodage-décodage. En fait, ce qu'on donne en input, en entrée des données, en les encodant, en les compressant, et ensuite on les décodant, et si on obtient des résultats différents de ce qu'on avait en entrée, eh bien c'est que la donnée qu'on a donnée en entrée est considérée comme étant une anomalie. D'autres méthodes de détection d'anomalies qui sont adaptées à des données un peu particulières et notamment au graphe, donc des données en fait qui sont liées, où on cherche en fait soit à extraire des structures rares, des modèles dans les graphes qui sont assez rares, ou encore on détecte des communautés, c'est ce que vous voyez au milieu de ce slide, et si vous avez quelques données qui n'appartiennent à aucune communauté, eh bien, c'est une anomalie et c'est un peu comme le clustering. Et enfin, on peut utiliser aussi le voisinage comme métrique pour détecter les anomalies. Donc, comme j'avais dit, il y a tellement
de méthodes qui existent, il y a tellement d'applications dans lesquelles peuvent s'appliquer ces méthodes. Et je vais conclure cette présentation par dire que c'est un domaine qui est effectivement très riche, mais beaucoup de défis restent à relever, que j'ai listés ici. Alors, le principal défi est que les données sont très, très volumineuses. On est dans un monde du big data, avec un espace de caractéristiques sur les données qui est très élevé. Donc, on est dans le multidimensionnel. Et que si on veut surveiller ces données, il faut mettre en place des algorithmes qui soient le plus efficaces possible, qu'ils soient distribués, qu'ils puissent traiter ces données en temps réel et qu'on puisse prendre la décision le plus rapidement possible. Dans différentes applications, les mêmes données se produisent à plusieurs reprises, alors que les données anormales, elles sont vraiment rares, donc du coup, qui fait qu'on a un déséquilibre dans le jeu de données, et que pour pouvoir détecter ces données anormales parmi une grande volumétrie de données normales, ça reste un défi à relever. La plupart des données sont des données en streaming, en flux de données, ce qui nécessite qu'on mette en place des algorithmes qui permettent de le faire au fil de l'eau, à la volée. Alors, il faut savoir aussi que le concept d'anomalie, ça dépend des applications. On n'a pas souvent les étiquetages qu'il faut enfin les labels qu'il faut pour qu'on puisse dire ça c'est une donnée normale, ça c'est une donnée anormale. Et puis il faut minimiser, j'en ai parlé, minimiser les taux de faux négatifs ou de faux positifs qui peuvent avoir des conséquences sur différentes applications. Enfin, et c'est le challenge de notre recherche avec Outscale, c'est qu'il faut, une fois qu'on a détecté une anomalie, arriver à l'interpréter, lui donner un contexte et bien repérer les équipes qui peuvent répondre à ces anomalies. Voilà, j'ai fini avec ma présentation. Mariotte, je te redonne la parole. Merci. Merci beaucoup, Raja, pour cette présentation intéressante. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et donc, moi, je vais vous présenter la formation que je pilote, où on parle de toutes ces données volumineuses, donc l'Executive Certificate Big Data pour l'entreprise numérique. Raja intervient d'ailleurs dans cette formation. Donc, c'est une formation il y a une petite erreur dans le slide, donc c'est une formation qui est actuellement sur 20 jours, donc qui dure 140 heures, et donc il y a un certain nombre de modules techniques et non techniques. Donc les objectifs, c'est vraiment de comprendre tous les enjeux des big data, un panorama, pouvoir identifier en fait toutes les opportunités de cas d'usage à travers les données de l'entreprise, la valorisation des données de l'entreprise et l'open data, connaître un peu le vocabulaire qui est lié à cet écosystème complexe, et puis acquérir en fait des compétences techniques sur l'ensemble des technologies des big data, que ce soit sur le stockage NoSQL, le traitement distribué, l'analyse de données à large échelle, le machine learning, et être à même de concevoir un projet big data. Donc il y a une certification, un mémoire à produire pour la certification avec une implémentation pratique sur un cas d'usage. Donc on a deux sessions qui vont démarrer en septembre et début décembre. Donc vous avez aussi le nom du contact, de la personne à contacter, qui est Laetitia Vigneron-Field. Et donc juste pour détailler, si on peut passer voilà, au slide suivant, on a deux niveaux, un niveau plutôt état de l'art, donc avec des modules non techniques, donc tout ce qui est enjeu, perspective et panorama des big data, un module sur le cadrage et management de projet big data. On aborde les aspects juridiques et la protection des données, ainsi que la sécurité des SI. Donc ça, c'est un bloc qui représente 9 jours. Et donc le reste, ce sont les modules techniques. Donc un module d'analyse de données et machine learning de 5 jours, un module de 3 jours sur le traitement distribué et un module de 3 jours sur le stockage des données. Donc vous avez vraiment un panorama complet de cette thématique Big Data.
Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser sur la formation, sur le mode de financement, etc. N'hésitez pas à contacter Laetitia Vigneron-Field. Et si vous avez des questions pour Raja, vous pouvez les aborder dans le chat. Alors moi, j'aurais une petite question pour Raja. On parle beaucoup sur la détection d'anomalies, de la très grande difficulté à obtenir des données labellisées, que ce soit pour des pannes, pour de la détection de fraude, pour des tas d'applications. Bien souvent, on a très très peu de données. Donc tu as évoqué des pistes sur l'échantillonnage, peut-être sur l'apprentissage semi-supervisé. Qu'est-ce que tu dirais donc à une entreprise qui viendrait te voir et qui te dirait, ben oui, mais on a vraiment très très peu de données de panne, comment peut-on s'y prendre? Alors, sur une entreprise qui arrive à savoir quelles sont les données normales et anormales, bah là, c'est clairement du supervisé avec effectivement les méthodes d'échantillonnage dont j'ai parlé et qui permettent de augmenter ou d'équilibrer en tout cas le jeu de données. Sur le semi-supervisé, il y a des méthodes qui existent qui permettent de dire, eh bien, ça, je sais très bien que c'est normal, et puis, tout ce qui dévie de la distribution de ces données ou diffère en tout cas de ce que j'ai déjà observé dans le passé, eh bien, je le considère comme anormal et il faut que je le traite différemment. Ensuite, il y a le non supervisé et là, on n'a aucune connaissance sur les données qu'on manipule. Et là, il y a tellement de méthodes qui existent. Après, il faudrait considérer, est-ce qu'on cherche euh, une anomalie ponctuelle, une anomalie collective, contextuelle, parce qu'il faut peut-être prendre en compte l'environnement, le contexte dans lequel l'anomalie s'est passée. Et deuxième paramètre sur lequel il faut aussi qu'il faut considérer, c'est le type de données. Et donc, si on n'a que des données numériques, Isolation Forest, dont j'ai parlé, et c'est une méthode très performante et qui permet d'isoler rapidement la donnée sans avoir une connaissance a priori sur les labels des données que tu as en entrée. Ça permet de détecter et d'isoler la donnée facilement sans connaissance a priori. Donc, du coup, on est sur le non supervisé et il n'y a aucune connaissance a priori sur les données, ni sur la taille du jeu de données que tu as à disposition. Ok, très bien, ben, merci beaucoup. Donc je vois pas d'autres questions. Donc on va clore ce webinaire. Je remercie Raja, bien sûr, pour sa présentation très intéressante et je remercie bah, tous les participants qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Merci, Au revoir à merci de tous. m'avoir invité. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.